Hugues joue toujours un rôle. Hein. Voilà. Cher Hugues, Même quand tu n'es pas là, on sait que tu es là. Même quand on ne te voit pas, on sait que tu es là. Voilà. Lorsque nous avons dîné ensemble chez des amis communs, vous avez eu la gentillesse de m'apporter le livre de Philippe avec une charmante dédicace. Et je vous avais promis, en contrepartie, d'organiser la soirée de ce soir, dont je peux dire qu'à tous égards, elle fut un triomphe. Voilà. On refait la soirée entre nous. C'est pour Hugues, ça. Oui, bien. Voilà, C'est pour Hugues. Voilà. Il est à peine épousé. Alors un tout grand merci. Voilà. Un tout grand merci de nous tous et des 140 personnes qui étaient là ce soir pour écouter Philippe et son ami Jacques Franck qui l'interrogeait. Un tout grand merci. Hugues, tu connais la vénalité des journalistes que tu reçois régulièrement à Taipei. Moi, je n'ai qu'un regret, c'est que tu ne sois pas là pour nous emmener dans le meilleur restaurant de la ville, comme tu le fais à Taipei quand on se voit. Mais bon, à bientôt, Hugues. Parce qu'en fait, votre approche est tout à fait différente de ce qui est dit en anglais. Alors, Madame Tiang, ça vous l'avez compris ce soir, était résolument anticommuniste, pour différentes raisons. Et donc, le choix que sa sœur avait fait, et le sien propre, le mettait évidemment complètement en porte-à-faux. Alors, jusqu'en 1949, jusqu'à l'avènement du régime communiste, les deux sœurs ont fait contre mauvaise fortune mon cœur et ont continué à se voir, à échanger, à correspondre. On a toujours des lettres d'ailleurs assez touchantes qui s'échangent en anglais. C'est extraordinaire, ce qui montre à quel point cette culture, puisque tous les enfants qui vivent aux États-Unis, en particulier sous Chine également, étaient imprégnés de cette culture américaine, également anglaise. On a des lettres qui montrent qu'elles sont restées très proches, enfin en tout cas une affection comme deux sœurs. Après 1949, les choses se sont évidemment gâtées, puisque d'un côté, le régime communiste à Pékin, où Mme Song Ching est restée, devenant même à un certain moment vice-président, enfin plus ou moins en horaire, mais vice-président de la République populaire, et Song Mei-Ling, Mme Chiang Kai-shek, suivant évidemment son mari, s'installant à Taïwan, incarnant vraiment le Némésis, en tout cas le régime opposé à Mao. Et là, on n'a plus de trace d'aucune correspondance, d'aucun contact. Il semble que les deux sœurs ne se sont jamais revues, et il semble qu'elles n'aient plus échangé aucune correspondance, aucun contact. J'en veux pour preuve la biographie qui a été publiée à Pékin de Song Ching-ming par un étranger, un néo-zélandais qui vivait, un américain qui vivait à Pékin, qui était resté aussi par fidélité au régime, et qui était un proche collaborateur de Song Ching-ming, donc il devait être à bonne source, et dont la biographie a dû être relue et approuvée dans le contexte politique de l'époque, et qui assure que Song Ching-ming ne connaissait même plus l'adresse de ses frères et sœurs aux États-Unis, de leurs neveux, ils n'avaient plus grand-chose, si ce n'est que certains voyageurs, etc., à l'époque en Chine communiste, pouvaient bien lui apprendre. Donc il y avait quelque chose de témoignage pathétique. Et on sait par cette biographie et par d'autres sources, par des correspondances qui ont été échangées avec des amis aux États-Unis, que le plus ardent désir de Song Ching-ming était de revoir sa sœur, Song Mei-Ling, et de la voir venir à Pékin, de lui rendre visite. Et on voit dans cette correspondance, c'est vraiment touchant, à quel point elle se soucie même des détails pour savoir où elle va loger, si elle ne veut pas loger à la résidence des hôtes d'État, elle pourrait loger tel ou tel endroit. Enfin, elle va jusque-là dans l'anticipation d'un éventuel voyage de Song Mei-Ling en Chine. Pour Song Mei-Ling, c'est évidemment impensable d'aller, même pour une visite privée en Chine populaire, de revoir sa sœur, parce que faire ce voyage aurait été d'une certaine façon reconnaître la légitimité du régime qu'elle et son mari avaient combattu toute leur vie. Donc elle s'est toujours interdit de faire ce voyage, avec un extrémisme tel qu'elle s'est interdit aussi de se retrouver aux funérailles de leurs proches, et notamment de leurs frères et sœurs communs. Ils se retrouvaient ensemble à des funérailles. Quand les frères sont morts, quand la sœur aînée est morte, on s'est toujours arrangé, enfin avec Song Mei-Ling, c'est rendu aux funérailles uniquement si elle était sûre que sa sœur ne s'y trouverait pas, au point que dans les funérailles de la sœur aînée, croyant que sa sœur, que Song Ching-ming y serait, Song Mei-Ling a fait demi-tour, elle était en route de Taïwan vers les États-Unis pour aller aux funérailles, et elle a vu en fait demi-tour pour être sûr de ne pas y rencontrer sa sœur, avec le résultat qu'aucune des deux sœurs finalement n'était là aux funérailles. Et je pense, je disais que Song Ching-ming a souffert énormément, et cette correspondance que j'évoquais,
On est presque sûr qu'il en avait de même pour Song Mei-lin, pour Madame Chiang. On n'a pas la preuve directe, indirectement dans d'autres circonstances et dans d'autres courriers. L'exemple, par exemple, son frère aîné, Thi Li-sung, qui fait des affaires étrangères du régime, à se réconcilier avec leur sœur aînée, c'était en bisbrouille à ce moment-là, et elle a cette phrase extraordinaire: écoute, va lui rendre visite, la prochaine fois que tu es à San Francisco, va lui rendre visite, parce que je suis persuadé que le sang est plus épais que l'eau, et c'est devise le concert au premier chef de Li-sung, et vraiment exhortant son frère à faire les premiers pas dans cette réconciliation. Donc on est sûr, d'autres témoins m'ont dit, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer à Washington une personnalité chinoise qui travaillait à la bibliothèque du Congrès, qui a été pendant très longtemps le confident de Madame Chiang. Son père avait été une grande figure du régime nationaliste, et lui-même était devenu, dans les dernières années de la vie de Madame Chiang, son principal confident, parce que, disait-il, il était la dernière personne vivante à qui tous les noms que Madame Chiang citait disaient quelque chose qui n'avait pas grand connu encore des personnages de cette époque. Et lui m'avait dit qu'elle parlait encore souvent de sa sœur aînée, et que visiblement elle souffrait de cette séparation, mais elle était tout entière, Madame Chiang était tout entière soumise à la raison d'État, je dirais, à l'intérêt supérieur de ce qu'elle pensait être son combat politique et idéologique. Chers amis, la conférence ce soir est très formidable, c'est très bon. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre présence parmi nous ce soir. Je voudrais vous inviter à la réception. Merci beaucoup. Merci.